Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de CHU. Je suis Mathilde, journaliste, et aujourd'hui nous allons parler du don et la greffe de poumons. À mes côtés, Thomas, un patient transplanté suivi au CHU. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, vous avez été greffé il y a une dizaine d'années, c'est ça. Mais vos problèmes de santé remontent bien avant cela. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours et puis les circonstances qui vous ont conduit jusqu'à cette greffe? Effectivement, ça fait une dizaine d'années bientôt que je vais être transplanté des poumons. J'ai un parcours qui est assez particulier, dans le sens où la greffe n'était pas prévue. Je suis né avec une malformation cardio-pulmonaire, mais je ne l'ai appris que très tardivement, à l'âge de 27 ans. Et donc entre 0 et 27 ans, tous les médecins que j'ai pu voir considéraient que j'étais asthmatique, simplement asthmatique, comme ça pourrait arriver à n'importe qui. Et donc j'ai vécu pendant 27 ans normalement, ou quasi normalement, hormis quelques petits épisodes, mais comme tout le monde, simplement asthmatique, donc j'ai appris à vivre comme ça. Voilà, c'était quoi vous rencontriez des difficultés particulières, enfin un essoufflement peut-être Tout à fait, c'était vraiment, en règle générale, dans la pratique du sport, où c'est là que je ressentais les symptômes, mais hormis ça, j'avais une vie totalement normale, à l'école, avec les copains, ma famille. Enfin, ça ne m'avait jamais empêché de vivre. J'étais simplement asthmatique. Okay. Ouais, c'était juste la pratique du sport qui posait souci. J'adaptais mon effort en fonction. Je savais que j'avais quelques difficultés. Donc, par rapport à des copains, forcément, essouffler plus vite, plus de difficultés. Mais ça ne m'a jamais arrêté plus que ça dans mes activités. Donc je faisais du sport comme tout le monde, mais j'adaptais mes efforts en fonction de mes capacités finalement. Donc vous aviez 27 ans quand vous avez découvert que vous aviez une malformation pulmonaire. Comment ça arrivé? Comment vous avez découvert ça? Alors à 27 ans, j'ai fait une deuxième embolie pulmonaire. J'en avais fait une première à l'âge de 20 ans. On n'a pas détecté tout de suite cette malformation. Pour faire simple, le cœur et les poumons sont reliés à des artères. Et dans mon cas, on s'est aperçu à la suite de cette deuxième embolie pulmonaire que le poumon de droite était mal relié, pour faire simple. Donc, pendant près de 3 ans, mon état de santé s'est relativement dégradé. J'avais une bouteille d'oxygène pour les efforts, du moins au début. Et puis, progressivement, c'était pour les petites tâches du quotidien, pour simplement marcher. En l'espace de 3 ans, mon état de santé s'est autant dégradé que sur les 27 premières années. Mais ça restait simplement des séquelles de l'embolie pulmonaire. Et c'est vraiment à l'âge de 30 ans, quand j'ai été hospitalisé pour régler ce problème, qu'on a découvert la malformation, que ce n'était pas seulement l'artère entre le poumon et le cœur qui était obstruée, mais avec des examens, on s'est rendu compte que cette artère était totalement inexistante. Pendant 30 ans, j'ai vécu avec un seul poumon fonctionnel, bien que les deux étaient présents. C'est incroyable. C'est vrai que dit comme ça peut paraître incroyable. Mais ne connaissant pas tout ça, finalement, on vit dans l'ignorance, donc on fait comme si tout allait bien. On se dit juste que notre état de santé se dégrade progressivement, que la médecine va pouvoir nous aider. Elle m'a très bien aidé, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je vivais normalement. Donc vous aviez besoin d'une assistance quand même respiratoire, oui, dans votre vie quotidienne. Le temps des 3 ans entre la transplantation et la découverte, dans un premier temps, de cette anomalie, oui, parce que bêtement, tout allait trop vite, tout devenait trop compliqué. Monter un escalier, ne serait-ce que les 2-3 premières marches,
j'ai été essoufflé. Dans mon quotidien, une marche, une simple balade, au bout de 50 mètres, j'étais essoufflé. Rester debout, manger, parler, rien que ça, c'était des efforts qui demandaient énormément d'énergie. Donc, au fur et à mesure, l'oxygène que j'avais, qui était uniquement destiné aux efforts dans un premier temps, s'est élargi sur tous les gestes du quotidien. Et comment votre état, enfin après, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, sur ces 3 années-là, entre 27 et 37 ans, j'ai été amené d'hôpitaux en hôpitaux. À l'époque, je travaillais en région parisienne, donc c'est essentiellement les hôpitaux de région parisienne qui faisaient les examens médicaux, jusqu'au jour où les médecins ont décidé de régler la situation. Et le but était de faire une thromboendartérectomie, c'est-à-dire de déboucher l'artère qui était complètement obstruée pour, on va dire, enlever la thrombose. Et à partir de ce moment-là, j'ai été hospitalisé pour justement pouvoir récupérer un deuxième poumon. Donc là, on vous a inscrit sur une liste Pas du tout. La transplantation n'avait pas encore été envisagée, on n'en avait pas du tout parlé. Et donc, je me suis fait hospitaliser au lendemain de mes 30 ans. L'opération devait me permettre de récupérer le poumon droit en désobstruant l'artère pulmonaire. Et en fait, sur cette première opération, le chirurgien qui m'a opéré s'est rendu compte, et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait une malformation plutôt qu'une simple thrombose. Le chirurgien s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de liaison entre le poumon et le cœur. Plutôt qu'un simple bouchon, il n'y avait rien. Et par la suite, ils ont arrêté l'intervention, puisqu'elle n'aurait aucune utilité. Et on en est resté là. Au moins dans un premier temps, on en est resté là. C'est-à-dire que je me suis réveillé et on m'a dit l'opération a été inutile, puisqu'il n'y a rien à faire. Et disons que je suis resté en attente, le temps de me requinquer, toujours à l'hôpital. Et là, on m'a dit, il faudra envisager la transplantation. On était en 2015, je venais de me faire opérer, ou du moins, j'étais en sortie d'une pseudo-opération, on va dire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a envisagé la transplantation. En me disant, vous avez le temps, on se laisse au moins le temps que vous vous remettiez en forme. Ça reste quand même une première opération qui était lourde, où le principe est d'arrêter le cœur, d'ouvrir et de regarder comment c'est fait et comment déboucher les artères. Donc c'est des opérations où vous êtes, on va dire, hors du temps pendant au moins 24 heures. C'est assez lourd. Assez lourd, en effet. Et par la suite? Eh bien, par la suite, alors c'est à partir de là que c'est devenu un petit peu plus compliqué, dans le sens où, après cette opération, on s'est laissé 2-3 jours, et un chirurgien est venu me voir dans ma chambre pour simplement m'annoncer que mon état de santé était incompatible avec la vie. Je suis resté là-dessus, et ça a été très très compliqué à encaisser, dans le sens où j'avais pas plus d'informations que ça. La seule phrase, c'était « votre état de santé est incompatible avec la vie ». Là, on se dit que voilà, c'est terminé. Qu'attendre de plus? Rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en souris, mais... Vous aviez 30 ans à l'époque, c'est ça? Je venais de fêter mes 30 ans. Donc à 30 ans, ce n'est pas le genre de message qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on souhaite entendre.
Maintenant, il y avait une alternative, la transplantation, mais on me laissait un petit peu de temps pour refaire un petit peu, me refaire une santé. La greffe était envisagée, mais dans un avenir, on va dire, moyen terme. Enfin, comme toutes les personnes qui sont en attente de greffe, on ne leur dit pas vous êtes greffé du jour au lendemain. Ben oui, il y a un délai. Voilà. Déjà, oui, il faut attendre qu'il y C'est ça. des greffons, et puis après, oui, il y a toute une liste d'attente. Tout à fait. Donc on m'a inscrit sur cette liste d'attente. Et alors, heureusement, malheureusement pour moi, aujourd'hui, je ne saurais pas encore répondre à cette question. Mais suite à cette première opération, mon état de santé s'est complètement dégradé en 4-5 jours. Et en l'espace d'une semaine, je ne suis jamais sorti de l'hôpital. On m'a branché à une machine qui respirait à ma place, donc avec un branchement au niveau des artères, et puis c'était de la circulation extracorporelle. Et donc j'ai été inscrit sur liste des ultra-urgences pour une transplantation. Et donc par rapport à cette machine, j'avais un délai de 2 fois 7 jours, si mes souvenirs sont bons, où on demande à l'agence de biomédecine d'être, on va dire, de passer vraiment en urgence pour une transplantation. Donc à partir de là, les 7 premiers jours sont passés, pas de greffon. Donc j'ai continué à être branché à cette machine qui me maintenait en vie. Et sur le deuxième laps de temps des 7 jours, un matin, on me réveille, on m'annonce qu'on a trouvé un greffon pour moi. Et donc, je suis descendu au bloc. L'Halloween le plus long de ma vie, un 31 octobre, où je suis descendu au bloc et on m'a transplanté. Alors après, vous dire exactement combien de temps ça a duré, combien de temps j'étais sous anesthésie, etc., je suis bien incapable de vous répondre. Mais début novembre, j'ai été transplanté. Sur ce laps de 10 jours, ça a été très long, très court, dans le sens où on est en attente d'un greffon, on attend qu'il arrive, on se dit que 10 jours, c'est pas grand-chose, mais ça m'a permis au moins de pas trop gamberger, j'ai pas eu le parcours d'information que peut potentiellement avoir une personne en attente de greffe depuis 1, 2 ou 3 ans. Tout s'est fait en accéléré. Donc c'est pour ça que c'est à la fois très long et très court. C'est que 10 jours d'attente, c'est rien. Quand la greffe n'est pas du tout prévue, on se dit que voilà, on n'attend pas. Sauf que là, les médecins avaient été clairs avec vous. Vos jours étaient comptés. C'est ça. Donc et à ne rien faire finalement, puisque j'étais prisonnier de mon corps. Je ne pouvais pas sortir de mon lit parce que branché à une machine qui me maintenait en vie. Bêtement, hormis ma famille qui a toujours été présente, ma compagne, il n'y a rien à faire de ces journées, à part gamberger, se dire que on attend qu'un greffon arrive. On en arrive même à avoir des pensées qui ne sont pas forcément très bonnes, que ce soit se dire que demain tout est terminé, ou même souhaiter que quelqu'un puisse décéder pour que moi je puisse vivre. On en arrive à là. Alors les personnels soignants ont été extraordinaires, dans le sens où ils essayent de nous rassurer et de nous dire que une personne serait décédée et qu'elle a accepté de donner finalement. Donc à partir de là, eux sont formidables dans le sens où ils ont le sens de la communication et sont là pour vous rassurer. Et vous, de l'autre côté, vous êtes en attente sur un délai qui est, oui, très court, mais à la fois, pendant 10 jours, vous ressassez sans arrêt.
quand vous vous êtes réveillé avec votre nouveau poumon, alors comment ça s'est passé? J'ai été greffé des 2 poumons. Alors pas évident justement, n'ayant aucune information sur ce qu'était la transplantation. Je me suis réveillé de manière assez compliquée. J'étais avec une trachéotomie, branché partout. Et finalement, vous êtes prisonnier de votre corps. Avec la trachéotomie, on ne peut pas communiquer. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler. Donc le seul moyen de communiquer, et encore, j'ai attendu bien une petite semaine, le temps d'être un petit peu conscient de ce que je faisais. Mais vous faites rien, vous attendez que le temps passe et vous essayez de communiquer comme vous pouvez. C'est extrêmement compliqué. Après, je ne sais pas si quelqu'un qui aurait un parcours d'information sur la transplantation peut s'attendre à ce genre de choses, mais en tout cas, dans un premier temps, le réveil est compliqué. Par la suite, et c'est là où c'est extrêmement positif, c'est que c'est nettement mieux. Déjà, vous émergez de toutes ces opérations, vous pouvez communiquer, et là, pour respirer, au départ, ça reste très précaire. Vous avez la trachéotomie, vous avez un petit peu d'oxygène, et puis vous avez aussi beaucoup de séances de kiné pour vous aider à enlever tout ce qui gêne. Et c'est vraiment au bout de, je dirais, 3 semaines, 1 mois, où là, vous reprenez possession de votre corps. On débranche la trachéotomie, on vous l'enlève, on vous enlève les drains, on vous enlève tout ce qui est surveillance cardio un petit peu plus souvent. Et là, vous vous réappropriez votre corps. Les kinés prennent le relais, vous remarchez, progressivement vous pouvez remanger, on vous réapprend à manger pour éviter tout ce qui est fausse route et éviter de vous étouffer. Après, ça c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes greffées qui ont été transplantées quasiment en même temps que moi. Chaque greffe est différente, chacun réagit différemment. Mais le but reste le même, c'est-à-dire reprendre son autonomie, remarcher, et c'est en ça que les kinés aident énormément. J'ai pu remarcher, j'ai pu me redéplacer petit à petit dans les couloirs. Et rien que ça, ça vous change la vie. Vous trouvez même que des choses qui, pour vous, vous paraissent normales, c'est-à-dire marcher sans être essoufflé, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et d'inhabituel. Les premières séances de rééducation, faire 3 pas dans le couloir, ne pas être essoufflé, c'était pas normal. J'ai remarché quelques pas, j'ai refait un peu d'escalier, ne plus être essoufflé au bout de 3 marches, c'était pas normal. Donc la greffe a totalement rebattu les cartes et a changé ma vie au moins sur les 5-6 dernières années avant la transplantation. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant toute cette période? J'ai eu la chance d'avoir ma compagne et ma famille en permanence avec moi. Au départ, c'était pour une simple opération. Donc, on en avait pour 1 semaine, grand maximum. Au final, j'ai été hospitalisé 3 mois. Pendant 3 mois, ils ont été là avec moi, à me soutenir, à être toujours présents. Donc, ça aide énormément. Alors, c'est vrai que médicalement, physiquement, ils ne peuvent rien faire. Mais pour l'aspect psychologique, c'est une aide énorme. Ne pas se laisser abattre.
On a souvent des moments où on est moins bien, mais le fait d'avoir une présence, c'est apaisant, réconfortant. Donc à partir de là, limite, vous vous dites, c'est comme dans les films, il ne peut rien vous arriver. Ensuite, par la suite, vous avez déménagé, c'est ça? Alors j'étais déjà revenu en Normandie. Donc j'ai pu continuer mes projets. J'ai eu la chance de pouvoir me marier, d'avoir une maison. J'ai eu un petit garçon quelques années plus tard. Donc finalement les projets de vie, je vais dire classiques, j'ai pu les faire. C'est vrai que quand on se dit que tout peut s'arrêter, bon bah, on ne fait plus de projets. Là, après la transplantation, ça met du temps, il faut être patient, mais j'ai pu reprendre une vie quasi normale et faire des projets comme n'importe qui. Vous avez retravaillé rapidement ou pas? Non, pour ce qui est du travail, j'ai été arrêté juste avant de me faire opérer et j'ai repris 1 an après, donc je vais dire 10-11 mois après la transplantation. Le temps de me réapproprier mon corps aussi, des nouvelles facultés si j'ose dire, et puis le temps de faire la rééducation. Ayant été hospitalisé 3 mois et ayant été alité quasiment autant, j'avais perdu énormément de poids, j'avais perdu aussi beaucoup d'énergie, que ce soit physique ou mentale, il faut le temps de se reconstruire. Et donc, je me suis laissé le temps. J'ai eu l'opportunité avec mon employeur de me laisser le temps, donc j'ai repris au bout d'1 an on va dire de prendre du temps pour moi. En même temps, c'est peu par rapport à tout ce qui vous est arrivé. C'est vrai que vu comme ça me paraît peu. Maintenant, c'est vrai qu'entre la rééducation, tout ce qui est visite médicale, parce qu'au début, on est énormément suivi, c'est une visite toutes les semaines, et puis après, ça s'espace au fur et à mesure du temps. Sur les 6 premiers mois, on n'a pas le temps de se consacrer à autre chose qu'à sa santé. Donc une reprise du travail était inenvisageable. Ne serait-ce que des potentiels rejets, une faiblesse quelconque, etc. Et puis de la rééducation physique, le suivi classique de quelqu'un qui est transplanté pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On est 6 mois dans le domaine hospitalier finalement. Et après, on se laisse un petit peu plus de temps pour reprendre une vie quasi normale. C'était quoi votre travail à l'époque? Est-ce que vous avez toujours le même travail aujourd'hui? J'ai toujours le même travail, oui. J'avais ce travail-là, je vais dire, une petite année avant d'être transplanté, et je fais toujours le même travail aujourd'hui. Je travaille dans les infrastructures routières pour l'État. C'est-à-dire, vous travaillez sur les routes, enfin vous faites des... Alors physiquement, je ne suis pas sur le terrain, j'ai plutôt un travail de bureau, et pour faire simple, en bureau d'études, j'assure votre sécurité sur les routes. Merci. Ouais, donc vous dessinez, vous... C'est ça, je conçoit ou fait de la rénovation sur le réseau national. Ok. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous poser une question plus personnelle. Vous me dites ou non si vous voulez y répondre. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à votre donneur? Oui, oui, clairement oui. C'est peut-être pas quotidien, mais chaque petite chose qui me paraisse, je vais dire, sortir de l'ordinaire, ou des choses qui me rappellent qu'avant transplantation, je ne pouvais pas les faire,
Oui, je pense indirectement à mon donneur, du fait qu'aujourd'hui, je suis bien vivant et que si je peux me permettre tout ça, c'est justement grâce à cette personne et aussi à sa famille, de par le fait qu'il y ait eu cette décision de leur part. Donc oui, clairement, oui, je pense à mon donneur, à sa famille, et je leur en remercie. Je profite. Est-ce que vous auriez aimé connaître l'identité de votre donneur ou même rencontrer sa famille? Oui. Et en même temps, non. Oui, pour pouvoir les remercier. C'est vrai que un geste comme celui-là, ça paraît tellement généreux, altruiste. C'est plein d'amour. Mais non, parce que qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Merci. À mes yeux, c'est pas suffisant. Si je suis là aujourd'hui, alors que sans cette transplantation, tout aurait été terminé, un simple merci, c'est pas suffisant. Donc oui, pour savoir un petit peu à qui je dois la vie, évidemment, et non aussi parce que est-ce qu'ils n'attendraient pas quelque chose de moi, dans le sens où il faut que je prenne soin de ces organes, je le fais tous les jours. Si je suis là encore 10 ans après, c'est parce que je fais les efforts pour, j'écoute les médecins, et je ne veux pas forcément être redevable tout le temps où qu'on me dise ça tu devrais pas faire, ça c'est pas conseillé. J'ai construit aussi ma vie après la greffe. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Personnellement, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est la meilleure façon de remercier mon donneur, sa famille. De prendre soin de vous. Voilà, prendre soin de moi, de prendre soin de ces nouveaux poumons. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez eu un fils. Oui. Oui, il a quel âge aujourd'hui? Il va avoir 6 ans au mois d'octobre. Tout se regroupe sur ce mois d'octobre. Et du coup, comme c'est une malformation, vous êtes né avec cette malformation pulmonaire, pour votre enfant, il n'y a pas de risque? Est-ce qu'il y a eu du coup une surveillance particulière de fait pour lui? On a eu un suivi un petit peu plus poussé, mais aucune anomalie n'a été détectée. Dans mon cas, cette malformation cardio-pulmonaire a été liée à une maladie congénitale. Donc, normalement, ça ne doit pas lui arriver. Il est normalement constitué, plein de vie, donc on en profite. Mais oui, ok. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux patients qui traversent une situation similaire à la vôtre? Pour les patients, malheureusement, je suis peut-être mal placé pour donner, on va dire, un avis ou des conseils ou quoi que ce soit. Mon cas est particulier. Je pense que n'importe quel greffé pourrait vous dire la même chose. Mais n'ayant pas eu ce parcours de santé classique, s'il en existe un, pour les patients, hormis leur dire d'être courageux, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Vous avez peut-être plutôt un message à adresser plus largement au public, en fait, pour les sensibiliser aux dons, peut-être? Oui, c'est vrai que pour n'importe qui, on sait qu'aujourd'hui, on est tous donneurs présumés. Donc, le seul message, quelle que soit la décision des personnes, c'est au moins d'en parler.
Malheureusement, les décès sont souvent inattendus. Faut que ce soit un contexte bien particulier de décès encéphalique. Donc, c'est particulier. Donc, hormis en parler à ses proches, à sa famille, à ses amis, pour connaître la volonté de tout à chacun finalement, ça évite, dans ce genre de cas, de prendre une décision sans forcément connaître la volonté de la personne qui est décédée. C'est des contextes particuliers. Ça peut aider une famille, j'imagine, à passer peut-être un deuil plus facilement. Et encore là, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Le simple fait d'en discuter permet souvent une décision plus facile pour la famille. Alors aujourd'hui, vous êtes suivi tous les 3 mois, en alternance avec le centre hospitalier qui vous a fait la greffe et le CHU de Rouen qui vous suit depuis maintenant plusieurs années. C'est ça. C'est ça. En quoi consiste ce suivi exactement? Alors le suivi, effectivement, c'est en alternance tous les 3 mois. C'est à peu près toujours la même chose, radio thoracique, prise de sang, et puis des tests de souffle pour vérifier que tout est stable, ou du moins qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et donc, depuis 2017, j'ai eu la chance de pouvoir être suivi au CHU de Rouen. Ça a été mis en place peu de temps après ma transplantation, et ça m'évite de faire des allers-retours sur la région parisienne. En ça, j'ai aussi un suivi hors greffe, dans le sens où je suis avec un handicap invisible, et donc en cas de virus comme la grippe ou le Covid, il y a des protocoles. Je sais que je dois aller aux urgences et puis après être hospitalisé au service de pneumologie pendant quelques jours pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation, qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le greffon. Et donc tout ça nécessite des précautions pour éviter tout ce qui est infection. Et donc c'est vrai que j'ai appris à adapter ma vie petit à petit. Je ne prends plus les transports en commun en hiver. Je mets le masque quand je suis obligé de les prendre sur l'été ou au printemps. Les endroits où il y a beaucoup de monde, ou les lieux clos, c'est vrai que ça nécessite des adaptations. Donc, essentiellement toujours le masque, ou alors j'évite ce genre de lieu pour justement éviter toute infection potentielle. Et vous m'aviez dit quand on s'est rencontrés que vous deviez participer au championnat du monde des transplantés, c'est bien ça? Oui, alors j'ai découvert en 2023 les Jeux nationaux réservés aux personnes transplantées. Ils étaient à Rouen, donc j'ai vraiment découvert ce principe-là. Je faisais du sport après la transplantation. On va dire, c'est un prérequis pour n'importe quel transplanté. Ça maintient en forme et puis c'est bon pour le greffon, l'état de santé en règle générale. Donc j'y ai participé en 2023, je me suis pris au jeu. J'ai continué en 2024, je remets ça en 2025. Et j'avais pour objectif en 2025 de participer au championnat du monde. Malheureusement, blessure à l'entraînement qui me contraint d'y renoncer. J'avais pour objectif ces championnats du monde, alors d'une part pour sensibiliser aussi aux non-organes, pour prouver que ça fonctionne. À travers le sport, c'est un bon vecteur. Mais bon, je me dis que c'est que partie remise.
ça ne m'empêche pas de faire du sport, du moins sans utiliser ma main, puisque c'est à cause de ça que je ne pourrais pas participer aux Jeux mondiaux. Mais à côté de ça, je m'entraîne tous les jours, course à pied, vélo, un peu de renforcement musculaire. Donc la greffe a été positive, hein. Je peux revivre comme n'importe qui, je peux refaire du sport comme n'importe qui. Maintenant, c'est tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Ça reste des adaptations de vie. Le sport en fait partie. Je profite. Je peux refaire du sport, donc je profite. Alors pour finir, en fait, là, ça va bientôt être les 10 ans de votre greffe. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour fêter ça? Alors, je m'étais fixé comme objectif les championnats du monde. Bêtement, je pense que je vais simplement profiter. Profiter de ma famille, de mon fils, de ma femme. C'est vrai qu'en tant que tel, il n'y a rien d'officiellement prévu. Mais je me dis que simplement profiter des petits moments, ça me suffit largement. Tout simplement. C'est profiter du temps qui m'a été accordé finalement, une deuxième chance, une deuxième vie. Donc tant que ça continuera, je profiterai des petits moments. C'est bien parce que du coup vous relativisez beaucoup et vous savourez chaque instant de la vie. Oui. Après, comme tout le monde, j'ai les petits tracas du quotidien, mais je me dis toujours que tout aurait pu s'arrêter du jour au lendemain parce que rien n'avait été prévu, rien n'avait été anticipé. Donc, les petits moments, juste ça, le plaisir d'être avec ceux que j'aime, le plaisir aussi de partager avec vous, de diffuser un message positif. C'est peut-être bête, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour pouvoir profiter. Alors en France, nous sommes tous donneurs présumés, sauf si on a exprimé notre refus de notre vivant. Malgré tout, il y a quand même 40% de taux d'opposition en France, ce qui est énorme. Et en Normandie, on est au-dessus de la moyenne nationale, on avoisine les 42%. Pourquoi? Parce que les familles en fait, ne connaissent pas la position de leurs proches. Et voilà, dans le doute, préfèrent s'opposer au don d'organes. C'est dommage. Et on a envie de vous encourager en fait, à faire part de votre position à vos proches, de votre vivant. Prenez ce temps-là, parce que c'est important, c'est un geste simple, mais qui peut sauver des vies, comme celle de Thomas. Donc voilà, dites-le à vos proches.